Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mamadou Diop Decroix. On ne le présente plus aux Sénégalais, tout le monde, on le connaît, Mamadou Diop Decroix. Il est dans l'arène politique depuis de longues années. M. Mamadou Diop Decroix est député à l'Assemblée nationale. Il est le secrétaire général de AJ. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. La loi a été votée à l'Assemblée nationale. Vous avez saisi le Conseil constitutionnel sur le code électoral. Pourquoi ? Oui, la loi sur le code électoral. Moi, la saisine du Conseil, franchement, je prends avec des pincettes. J'ai signé, hein, mais j'ai dit à mes collègues députés que je ne croyais absolument pas à ça. C'est la énième saisine. Et ils disent toujours qu'ils sont incompétents. J'ai vu d'ailleurs ce matin une analyse assez percutante qui montre que le Conseil, au fond, est dans un état qui ne lui permet même pas de légiférer. Parce que c'est 7 membres, le Conseil constitutionnel. 3 ne sont plus. Il y en a un membre, une dame qui est décédée. Les autres sont à la retraite. Donc le Conseil n'est plus complet. Et la loi dit, si le Conseil n'est pas complet, il ne peut pas délibérer. Et bon, l'auteur de cet article montre que dans ces conditions, notre recours même ne pourra pas être examiné. Et si le recours n'est pas examiné, on sera dans les délais de la CEDEAO, c'est-à-dire la période où aucune réforme du code électoral n'est possible. À partir du 24 juillet. Voilà, n'est possible dans l'hypothèse d'un non-consensus. Ce qui est le cas actuellement. Le code n'est pas consensuel. La CEDEAO dit, dans les 6 mois, vous ne pouvez pas. Alors moi, je suis subodore nos amis, que même les quelques rares concessions qui ne sont pas fondamentales par ailleurs dans le code électoral, il se pourrait bien qu'on dise, le Conseil n'a pas pu délibérer, nous sommes dans la période où il faut absolument un consensus. Étant donné que nous n'en avons pas, on retourne au code antérieur. Et en ce moment, ils ne font aucune concession sur rien du tout. Et le grand problème qu'ils ont, l'élection des maires au suffrage universel, ils vont pouvoir le régler sans que l'opinion ne considère qu'ils ont rejeté un consensus. Donc vous pensez que tout ça, c'est une tactique mise en place, et tout est calculé pour arriver à cet état de fait? Je ne le dis pas, mais je ne l'écarte pas. Et voilà, ils pourraient bien profiter de cette saisine, quoi. Mais aujourd'hui, la situation du Conseil constitutionnel, est-ce que ce n'est pas inquiétant qu'au Sénégal, qu'on arrive au moment où le Conseil, il y a des membres qui manquent, qui n'ont pas été remplacés, dans un état démocratique, non, mais Alassane, franchement, moi, je pense que il y a beaucoup de phénomènes qu'au Sénégal, on n'analyse pas, on se contente du constat. Il faut analyser profondément. D'ailleurs, moi, souvent, ce que je dis à certains de vos confrères, ce n'est pas votre cas, vous avez l'expertise nécessaire et la trempe. Un leader politique, il n'est pas fait juste pour constater et dénoncer. Il doit aller au fond et révéler à l'opinion ce qui peut fonder, au fond, une opposition de principe à telle ou telle politique. Cette façon de gérer le Conseil constitutionnel est exactement, strictement la même qu'on gère la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Dont le mandat des membres est terminé. Absolument, mais n'a pas été renouvelé. C'est la même chose au niveau de certaines hautes juridictions où on a nommé des magistrats qui sont
à la retraite. Ou, quand on prolonge la retraite, d'autres sont en position de, comment on l'appelle, d'intérimaire. Donc, tout est suffisamment fragilisé. Rien n'est stable et solide. Tout est fragilisé à dessein. C'est une tactique, une façon Bien, de faire la politique. absolument. C'est une gouvernance. C'est un type de gouvernance où vous fragilisez les institutions. Et vous êtes le seul donc qui décide, mais malgré tout, on dira qu'on est en République et que les institutions marchent. Voilà le drame dans lequel nous nous trouvons. Et cela, quand on ne l'approfondit pas, on ne l'analyse pas de cette façon, on peut avoir le sentiment que oui, bon, c'est de la négligence, etc. Quelqu'un va dire, oui, ils sont négligents, ils ne s'occupent pas de tout, etc. Non, ce n'est pas ça du tout. Certains peuvent dire que c'est une sorte de désintéressement intéressé. Voilà, tout à fait. Et cette situation, ça peut conduire à où? Mais à l'instabilité, à l'absence de paix sociale, de paix civile, à la confrontation, à la défiance. C'est ça, par les temps qui courent dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des minima, si vous voulez. Alors si vous décidez de ne pas respecter les minima, vous créez des problèmes dans votre pays parce que la jeunesse et les moins jeunes, mais qui comprennent, ceux-là, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les bâillonner. Un pouvoir au Sénégal, quel qu'il soit, ne peut plus bâillonner ce peuple-là. Alors si vous vous engagez... Parce qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse, des enjeux du monde, c'est ça? Absolument, absolument. Ce qui s'est passé au mois de mars, vous avez vu comment ils l'ont apprécié? Oui, bon, vous nous avez surpris en nous giflant. On va se préparer. Comment des gens qui tiennent les rênes d'un pays peuvent-ils fonctionner de cette façon? Comme si on était aux arènes, pas aux grandes arènes d'ailleurs, c'est-à-dire les petits querelles, les petits enfants, les jeunes qui sont dans le quartier là. C'est irresponsable. Et c'est cet état d'esprit qui me fait peur, Alassane. Que quand on tient les rênes d'un pays et qu'on fonctionne de cette façon, en termes de je me venge, etc., etc., vous allez voter des lois qui sont contestées par votre opposition. La loi sur le code pénal, le code de procédure pénale, on dit que c'est une loi antiterroriste. Il aurait fallu la discuter avec votre opposition pour montrer que vous êtes dans une logique inclusive. N'est-ce pas? Vous ne l'avez pas fait, vous avez fait du forcing, vous avez déployé les forces militaires, etc. autour du Parlement. Maintenant, c'est devenu une habitude. Comprenez? Moi, je n'ai pas vu ça. En 1962, j'avais 12 ans, j'étais en 5e au lycée Vanvo. Dans la crise Senghor-Mamadou Dia, j'ai vu les parachutistes à l'Assemblée. Mais à part ça, je ne les ai vus que ces temps-ci. Mais monsieur le ministre, est-ce que cette question de fond n'est pas quelque part la faillite de la classe politique? Parce qu'avant, on voyait qu'il y avait quand même des écoles de partis, les gens étaient bien formés à l'école, il y avait des idéologies, il y avait des choses qui sont faites, il y avait ce qu'on appelle les clubs nationaux de développement, où des questions étaient discutées au Sénégal, même s'ils étaient contradictoires, il y avait quand même une discussion dans ce pays-là. Mais le constat qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on ne se parle pas, il n'y a pas de débat. Je suis d'accord, Alsan, mais I would like to make it clear, comme disent les Anglais. Il y a quand même quelque chose qu'il faut clarifier. Oui, allez-y. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui présentent les problèmes comme dans une approche globalisante, la classe politique. Mais pas toute la classe politique. Je vois même certains sur les télés, sur les plateaux de télé, les radios, etc., des leaders d'opinion, des gens... Mais à votre temps, il y avait les écoles de parti, il y avait la formation. Y compris même parmi nos prêcheurs religieux là, qui font cette erreur.
on met tout le monde dans le même sac. Waaw moom daal député yi nii wala politiciens yi nii ñoom ñëpp a yem, tout le monde est pareil. C'est un très mauvais message pour notre jeunesse. Il faut situer les responsabilités. Absolument. Parce que si tout le monde est pareil, mais notre jeunesse va se désintéresser de la politique. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir? Que les escrocs, les dilapideurs, les voleurs qui seront là. Donc chaque fois qu'on dénonce des turpitudes, mais au sein de la classe politique entre guillemets, au sein des politiciens, mais il faut montrer que tout le monde n'est pas pareil, pour que les enfants sachent que là où il y a du mauvais, il y a du bon. Alors ça, quand même, c'est vraiment quelque chose qui me fait très très mal. Je tenais à le dire ici, qu'on arrête de présenter les choses comme tout le monde est pareil. C'est pas vrai. À l'Assemblée nationale, il y a des députés, y compris dans la majorité, qui ne s'insultent pas, qui n'insultent pas, qui tiennent des débats d'idées. Alors on va présenter ça comme, oui, tout le monde est pareil. On dit même qu'il faut dissoudre l'Assemblée, comme si les députés, ils viennent du ciel ou du Kalimantan septentrional. Ce sont des Sénégalais. Si on dissout l'Assemblée, on amène d'autres députés. Ce ne sont pas des Sénégalais qu'on va ramener? Absolument. Alors donc, il y a une façon, à mon avis, assez paresseuse, je dois le dire, de présenter. Il faut analyser, il faut faire l'effort. Justement, je voulais qu'on analyse cela. Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là? Avant, quand vous étiez dans l'opposition la plus dure avec Senghor, avec les autres, c'était dur, c'est vrai. Mais il y avait des débats d'idées. Il y avait des discussions qui se faisaient sur des questions d'intérêt national. C'est l'argent, à mon avis, qui a corrompu la politique. Senghor, on était contre Senghor. Senghor, Mamadou Dia, bon, par la suite, ils se sont séparés, les choses. Mais en fait, cette génération-là est une génération qui a fait la politique sans argent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ce rapport d'aujourd'hui à l'argent. Il y avait des valeurs. Oui, des valeurs. On m'a dit qu'une fois Senghor était en tournée, je crois, dans le Saloum ou le Sine, là, bon, pendant qu'il y avait beaucoup de monde, il a aperçu une dame. Il s'est dirigé directement, il s'est dirigé vers cette dame, qu'il a saluée, embrassée et tout. Il s'est retourné vers ses compagnons en disant « c'est ma vraie maman, ça ». Mais il a mis la main à la poche. Il n'y avait que 1500 francs CFA qu'il a donné à la vieille dame. Ça montre un peu le rapport. Peut-être que s'il y avait quelqu'un qui avait des mallettes derrière, il lui aurait demandé de donner de l'argent. Peut-être qu'en quittant Dakar, il n'a pas mis des mallettes dans sa voiture. Donc l'argent a corrompu progressivement la politique. Moi, par exemple, je prends ce qui se passe à l'université, où les étudiants se battent avec des armes, etc., la violence. Moi, j'ai dit ça à partir de 1988. On est en 2021. L'année blanche. C'est en 88 que j'ai dit, c'est foutu. Parce qu'en 88, ils se sont mis à corrompre les dirigeants étudiants. C'était la première fois dans ma vie que j'ai entendu que des étudiants avaient été corrompus pour cesser la lutte, etc., etc. Bon, si des adultes entretiennent ce type de rapport avec des jeunes, la jeunesse, bonjour les dégâts. Et malheureusement, en politique, d'une façon générale d'ailleurs, quand les phénomènes explosent, on ne va pas plus loin chercher d'où ça vient. C'est pour ça qu'ils disent en Wolof, politique du bir day xey wasin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la politique, elle engrosse. Et elle donne naissance. Mais on ne regarde pas les processus par lesquels les phénomènes sont engrossés. C'est quand le phénomène explose qu'on s'en rend compte. Et donc, voilà, toute cette période. Ensuite, la transhumance. Les gens, il n'y a plus de principe. Bon, il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi que le phénomène
d'appauvrissement. Nos pays ne se sont pas enrichis, mais se sont appauvris. Pourquoi? Parce que le croît démographique est en général supérieur au taux de croissance économique utilisable qui retourne aux populations. Vous pouvez avoir un bon taux de croissance qui ne sert pas, qui n'impacte pas les populations. Donc, le phénomène la tendance d'appauvrissement génère la culture de la corruption, et donc, y compris en politique. La corruption dans l'administration, la corruption un peu partout, et la corruption politique. Donc, l'activité politique n'est plus un sacerdoce, un engagement, vous voyez, pour changer la situation. Mais comment comprendre, monsieur? Elle devient un commerce. Ouais. Comment comprendre que 60 ans après les indépendances, que le Sénégal soit dans cette situation de pauvreté aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à nourrir les populations, 60 ans après? Alors, c'est l'économie. C'est-à-dire que dans un pays comme le nôtre, j'ai fait avec mon ami Ibrahim Niang de Richmond, aux États-Unis, Virginia, un long article que nous avons appelé « La Chine et nous ». C'est dans les réseaux, il y a un journal qui l'a publié, lâche pour ne pas le nommer. Alors, on explique qu'entre 1978 et 2018, 40 ans, seulement 4 décennies. C'est au même niveau que la Chine, sinon plus, mieux. La Chine a sorti de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, 800 millions de personnes. Je n'ai pas dit 8 millions ni 80 millions, 800 millions de personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus en Chine un Chinois qui se lève sans avoir le petit déjeuner et le déjeuner et le dîner. Quand même. Nous, ici, dans notre pays, combien sont-ils? Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui ne mangent pas à leur faim. Regardez, allez à Google, faites PAM Sénégal ou FAO Sénégal, vous verrez des articles depuis presque toujours qui vous disent qu'il y a la famine, ou il y a la disette, ou il y a la malnutrition. On n'est pas fichu de régler ce problème. Alors qu'on a un fleuve qui déverse des milliards de mètres cubes d'eau. On a une nappe qui recèle des milliards de mètres cubes d'eau, renouvelable tous les ans, qui aurait pu nous permettre d'avoir une agriculture qui fonctionne 12 mois sur 12. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre la Chine et nous? Pourquoi les Chinois sont arrivés à ce niveau de développement alors que nous on patauge dans la... C'est la gouvernance, mais c'est la... Mais d'abord les Chinois, mais ils se sont débarrassés de l'impérialisme et de l'exploitation étrangère. Ils se sont débarrassés de ça. Ça leur a coûté 22 ans de guerre et 23 millions de morts. Je n'ai pas dit qu'il faut faire la guerre, ni qu'il faut s'entretuer ici, non, parce que les conditions ont changé. Les colons ne nous ont pas donné l'indépendance. Elles ne se donnent pas, elles s'arrachent. Senghor vous dit, nous avons obtenu l'indépendance après 30 minutes de discussion avec le général de Gaulle. Donc c'est l'indépendance négociée. Alors, c'est pour cette raison donc que nous avons continué à être sous le gouvernail de la France et nous tournons pour les intérêts de la France, pour l'essentiel. Alors donc, il faut changer cette situation-là. Mais c'est la raison pour laquelle aussi, Alassane Samba Diop, vous me donnez ainsi l'occasion de montrer pourquoi nous nous opposons. Parce que la différence, vous avez des oppositions qui ne sont pas forcément les mêmes. Bien sûr. Par exemple... c'est la conception qui est différente. Nous mettons la conception, la problématique de la constitution, par exemple, qui sont des constitutions gaulliennes qu'on nous a mis ici avec des monarques républicains qui ont tous les pouvoirs, comme nous venons de le voir,
avec la justice qui n'a plus... voilà. Ça, ce sont les Français qui nous ont laissé ça. Donc c'est pour ça que nous nous opposons. On ne s'oppose pas à la personne de Macky Sall. Aux politiques qui sont mises en place. Si Diop vient demain à la tête du pays, sans que ces choses ne changent, nous nous opposerons à lui. Et si nous devons, nous, être à la tête de ce pays, la première chose que nous ferons, c'est changer tout ça. Mais monsieur le ministre, les gens estiment qu'aujourd'hui, c'est même plus grave. Parce que la France a été frappée par la pandémie, son économie est pratiquement dans la rue et que la France ne compte aussi les pays africains pour s'en sortir. C'est pourquoi la mainmise continue. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce coronavirus, ce Covid, n'est pas aussi une occasion pour ces pays européens de continuer à puiser dans Mais le c'est pays? clair. D'abord, même s'il n'y avait pas Covid ni rien du tout, à partir du moment où c'est une situation qui les arrange quand même, Mitterrand l'avait déjà dit, Chirac l'a déjà dit, et Sarkozy même l'a dit. C'est-à-dire que tout le monde admet explicitement que les pays francophones d'Afrique sont un précaré pour la France et qu'il ne faut surtout pas les lâcher. Comment on ne les lâche pas? Ce n'est pas en envoyant des armées ici pour attacher les gens, c'est en mettant à la tête des États. Maintenant, je dis bien ça parce que on vote dans nos pays. Mais on sait très bien de quoi ça retourne, comment ça se passe, etc. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire croire aux Sénégalais que les problèmes de ce pays-là sont simples, voilà, superficiels. Non, c'est des combats très sérieux. Mais pourquoi en interne on ne trouve pas aujourd'hui un consensus de tous les Sénégalais, des Africains sur ces questions bien précises? Qu'il y ait un combat commun. Oui, mais justement, Alassane, ça c'est justement si la problématique, si l'objectif fondamental est d'assurer la sécurité, la stabilité, la paix, etc. dans nos pays, c'est différent de si on veut utiliser, disons, le contexte pour autre chose. Regardez le Mali, quand même, le Mali est déstabilisé depuis maintenant plus de 10 ans. Hein. Le Burkina aussi. Hein? Le Burkina aussi a des problèmes. Le Niger, etc. La Côte d'Ivoire ces derniers temps. Voilà. Le Mais si vous ne tentez pas d'unir votre peuple pour faire face au terrorisme, c'est qu'en ce moment, vous avez d'autres objectifs et ça existe. Vous avez des gens qui profitent de cette situation pour consolider un pouvoir, y compris contre l'opposition, contre tous ceux qui ne sont pas d'accord. Ils n'ont qu'à aller se faire voir. Et bon, le cas échéant, j'utiliserai les dernières modifications des lois, etc. Parce que comment vous pouvez dire que vous combattez le terrorisme alors que, bon, vous achetez des chars, enfin du matériel militaire lourd, des matériels de maintien de l'ordre. Ça, c'est pour le peuple. Parce que le terroriste, c'est celui qui fait éclater une bombe. Ça, tu n'as pas besoin d'avions de chasse ou de chars de combat. Parce que ce qui se passe au Mali ou au Burkina, c'est autre chose. C'est des gens déjà qui sont armés, c'est connu, etc. Bon, donc la réponse qu'on doit apporter au contexte, ceux d'ici, le gouvernement Macky Sall et ceux qui l'accompagnent, ne sont pas du tout en train d'apporter cette réponse. Et croyez-moi, Alassane, ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition que je le dis. C'est parce que c'est la vérité. Et cette situation peut amener à une confrontation. Cette situation peut amener à cette situation, elle peut amener à une confrontation. Absolument, mais c'est très clair. Vous savez, je vous ai déjà dit que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus bâillonner les peuples. C'est clair et c'est net. Tous ceux qui ne le comprennent pas et qui s'essayent dans cette voie, mais vont mordre la poussière. Malheureusement, en mordant la poussière aussi, ils porteront tort à leur pays et à leur Beaucoup peuple. de dégâts seront faits après. Hein? Il y aura des dégâts après. Ah ben voilà. Donc, c'est pour cette raison,
j'ai fini par comprendre que finalement ce n'est pas tellement le problème de volonté ou pas de ceux qui gouvernent, c'est un problème d'intérêt gigantesque. Parce que sinon, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas s'entendre. Justement, le Sénégal est connu comme un pays de génie, un pays où, même si on est en contradiction, qu'on arrive quand même à se parler. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à se parler, qu'on a cette situation de chien de faïence? Oui, je crois qu'il faut plutôt poser la question, je ne dis même pas aux gens du pouvoir, Mais à Macky Sall, en personne. Bien sûr. En personne. À lui-même, oui. Alors, parce que, vous savez, quand il a appelé au lendemain du 19 août, j'ai fait partie de ceux qui ont répondu. Et j'ai justifié politiquement cela. Vous savez très bien que déjà on avait contesté les élections législatives de 2017. Cette majorité à l'Assemblée, qui représente 75% des députés, n'avait que 49,% du suffrage universel en 2017. Nous avions contesté cette élection. À juste titre, ce serait trop long. Mais je sais que rien qu'à Touba, 270 000 personnes étaient inscrites, seuls 60 000 ont voté. Parce qu'ils savaient qu'ils perdraient Touba, ils ne voudraient pas que les 5 députés qu'on prend de Touba, de la liste majoritaire, que ça ne corresponde pas à un supplément de députés sur la proportionnelle. Donc ils ont saboté l'élection de Touba, clairement et nettement. En 2019, à la présidentielle, les candidats ont rejeté le résultat. Ils n'ont même pas d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc quand il est... C'était très compliqué, hein? Les gens pensaient que le pays allait... Bon, quand je prends le cas de cette coalition qui était avec Idriss Seck, nous sommes allés à Touba, nous avons écouté le Khalif, etc., etc. Après cela, il a lancé un appel. Et il a cité dans l'appel Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade sont ceux-là qui ont permis, en 91-92, d'avoir le code électoral consensuel. Donc j'ai pensé qu'il avait compris la situation et que, en ne répondant pas, on ne crée pas les conditions de retour à des règles consensuelles. Donc, c'est un peu ça. Certains disent, oui, bon, vraiment, pourquoi on va lui répondre, il va arnaquer, etc., etc. Je dis, non, ils ont dit, il n'est pas sincère. J'ai dit, mais dans une discussion, une négociation, les Israéliens discutent avec les Palestiniens. Les Iraniens discutent avec les Américains, etc., un peu partout dans le monde. Ça ne veut pas dire que ceux qui discutent se font confiance. Mais c'est parce que ceux qui discutent considèrent que l'autre partie a intérêt à des consensus. C'est pour ça que les gens discutent. Donc en allant, nous avons estimé que Macky Sall avait quand même un grand intérêt à s'entendre sur les règles de base. C'est pour ça qu'on est allé à la discussion. Il s'est avéré, par la suite, qu'il n'a pas compris la situation. Pourtant, quand il parle, on a le sentiment qu'il comprend la situation, mais il ne la comprend pas. Il l'évoque, mais c'est pour tenter de se renforcer contre les autres. Ce n'est pas une bonne stratégie, mais peut-être aussi qu'il est obligé de faire ça pour rester. Ça, ce n'est pas bien pour le pays. Voilà, Mamadou Diop Decroix, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe, que nous parlions avec vous de la situation du pays, que vous êtes député à l'Assemblée nationale, secrétaire général de AJ. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.